Merci Rodolphe et merci de ton invitation. Donc comme vous l'avez vu, le titre a été légèrement, mais très légèrement modifié par rapport à ce qu'il y avait sur le programme, en fait un petit peu peut-être élargi. Et en fait, il m'a été inspiré surtout par deux questions qui correspondent à des grandes ruptures épistémologiques qui ont marqué les sciences humaines au cours du dernier tiers du XXe siècle. La première question, elle est extrêmement célèbre, les femmes ont-elles une histoire? Elle a été posée par Françoise Bache et Michel Perrault en 1973, dans ce qui était en France le premier cours d'université sur les femmes et l'histoire. Et bon, le titre de ce séminaire, cette interrogation, témoignait à la fois d'un désir de provocation, mais aussi du balbutiement de la discipline au niveau universitaire, puisque justement, l'histoire des femmes n'avait pas d'histoire. Et dans l'ouvrage dirigé par Michel Perrault, suite à ce premier séminaire, Michel Perrault avait dirigé un ouvrage dans lequel la question « Les femmes ont-elles une histoire ?» s'était transformée en « Une histoire des femmes est-elle possible ?» et déplaçant donc le curseur de la non-existence des femmes dans l'histoire vers les modalités du récit historique qui pourrait leur être consacré. Et parallèlement donc est apparue la nécessité d'interroger la science historique en tant que telle, car rendre visibles les femmes dans l'histoire impliquait tout autant l'enrichissement d'une histoire lacunaire et partielle que de remettre en cause aussi les méthodes, les catégories et les discours. Alors la seconde question, non moins célèbre que celle de Michel Perrault, me permet justement d'opérer ce croisement entre le questionnement sur l'histoire des femmes et le questionnement sur l'histoire littéraire. Elle a été posée en 1992 par David Perkins dans son livre « Is Literary History Possible ?», où l'universitaire américain résumait en ces termes le dilemme qui est celui, et qui devrait être celui de tous les historiens de la littérature. Donc voilà, c'est ici, à la page 27. Si nous voulons écrire une histoire de la littérature, nous devons appréhender le passé comme quelque chose de relativement homogène. Si nous voulons que ce que nous écrivons soit vraisemblable, nous devons appréhender le passé comme quelque chose de tout à fait hétérogène. Et une histoire de la littérature qui appréhende le passé comme homogène, en fait, c'est une histoire du canon. C'est une histoire marquée par les méthodes de la sélection, qui sont aussi une élection, et de la hiérarchisation des histoires littéraires, ce qui engendre de facto l'exclusion de tout ce qui est considéré comme relevant du mineur. Or, le mineur, pour revenir aux origines de ceux qui ont travaillé en France sur cette notion, Gilles Deleuze et Félix Guattari, ça renvoie au concept de la variation, de l'infraction, de l'inachevé, c'est-à-dire justement de l'hétérogénéité. Et c'est bien à ces catégories qu'appartient en sa grande majorité la production littéraire des femmes en Russie. Aussi se demander si cette histoire littéraire des femmes est possible, c'est se demander si cette zone grise et fragmentée de la littérature russe peut faire récit, puisque toute histoire implique une tradition repérable, ce qu'on peut appeler une закономерность aussi, qui obéit au principe du déterminisme linéaire et de la filiation. Et ça, en ce qui concerne les littératures des femmes en Russie, ça peut être très problématique. Donc une des façons de résoudre ce problème serait peut-être de ne plus envisager le temps historique comme chronos, c'est-à-dire comme succession, ce qui est le cas de l'historiographie littéraire depuis sa constitution à la fin du XIXe siècle, mais comme kairos, le temps comme moment et comme événementialité, et j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Alors si on examine maintenant les différentes implications directes ou indirectes de ce vocable possible, est-ce qu'il est possible d'écrire une littérature russe des femmes, d'autres questions surgissent immanquablement. Est-ce qu'il est nécessaire ou même souhaitable d'écrire une telle histoire au risque de reproduire ce système de différenciation sexuelle qui a justement entravé la reconnaissance des œuvres des femmes et leurs apports dans les domaines de l'art ou de la science en Russie? Alors, pour répondre à cette question, qui est la question en fait qui est le plus souvent formulée, généralement c'est celle qu'on m'adresse de façon récurrente, en fait, moi je peux y répondre de plusieurs façons. Tout d'abord, en me plaçant du côté de la réception et des critères fondamentalement différenciés, c'est-à-dire genrés de cette réception, aussi bien au niveau de la lecture
que de la compréhension ou que de l'évaluation du texte. C'est ce que Johanna Russ appelle le double standard. Et quand on parle de littérature féminine, cette expression littérature féminine, déjà, elle fonctionne comme un filtre de lecture qui modifie, là c'est pour reprendre Yaos, l'horizon d'attente du destinataire. Les mécanismes de compréhension d'une œuvre sont également déterminés par un ensemble de facteurs et de schémas socioculturels dont fait partie intégrante le sexe de l'écrivain. Et quant au système d'estimation ou d'évaluation, qui est central dans le processus d'élaboration du canon littéraire, eh bien, il ressortit aussi, bien évidemment, au rapport de genre, en ce qu'il dépend de la position de celui qui émet cette estimation, de son point de vue et de son système de valeurs. Donc le fait qu'on ne lit pas, qu'on ne comprend pas et qu'on n'évalue pas de la même façon et selon les mêmes paramètres les productions littéraires masculines et féminines peut donc nous autoriser d'une certaine façon à récupérer cette idéologie des sphères séparées pour en faire un instrument, cette fois un instrument méthodologique qui serait opérant dans l'élaboration des histoires littéraires. Une autre façon aussi de répondre à cette question, c'est de rappeler que l'apport des femmes à la vie intellectuelle et littéraire ne peut être évalué de façon adéquate avec les outils que nous utilisons habituellement pour analyser la vie littéraire masculine, parce que cet apport s'est souvent réalisé ou manifesté sous d'autres formes et dans d'autres espaces que ceux que nous avons l'habitude d'envisager quand nous écrivons une histoire de la littérature. Et enfin, les écrits des femmes s'insèrent difficilement dans les classifications préétablies. Elles ne suivent pas toujours les étapes de l'histoire littéraire telle qu'elle a été consacrée par la plupart des ouvrages historiographiques. En fait, c'est une histoire qui possède aussi son propre algorithme, sa propre périodisation, sa propre logique. Et par exemple, pour Katrina Kelly, qui a beaucoup travaillé sur cette question, le schéma traditionnel pour le XIXe siècle, du sentimentalisme au réalisme en passant par le romantisme, ne fonctionne absolument pas pour les productions féminines en Russie. Et de façon générale, il est assez évident que l'histoire de la littérature des femmes ne peut pas dupliquer l'histoire du canon, bien qu'on en fasse peu de cas dans la majorité des histoires littéraires existantes. Alors, si maintenant on renverse la question, une histoire littéraire des femmes est-elle possible, pour en faire une histoire littéraire sans les femmes est-elle possible, la pertinence heuristique de la proposition semble ne plus faire aucun doute. Mais dans ce cas, est-ce qu'on devrait écrire une histoire littéraire avec les femmes ou une histoire littéraire des femmes? Si on se prononce pour la première option, une histoire littéraire avec les femmes, quelle place est-ce qu'on va pouvoir leur faire? Où et comment est-ce qu'on va les introduire dans une historiographie qui est déjà constituée? Et si on privilégie la seconde option, une histoire littéraire des femmes, est-ce qu'on ne va pas finir, à force de considérer ensemble et dans une même perspective des textes produits par des femmes, par leur trouver une unité qui en fait pourrait bien être que celle que l'enquête a elle-même produite? Donc on en arrive à la dernière de mon faisceau de questions qui fournit en quelque sorte l'introduction de mon exposé aujourd'hui. Une histoire littéraire des femmes est-elle forcément une histoire militante? Et ce sont bien évidemment nos positions d'aujourd'hui, notre regard rétrospectif et informé par le présent, qui nous font chercher dans le passé les femmes qui ont écrit. C'est pourquoi l'historien ou l'historienne de la littérature va être dans l'obligation de manifester d'abord la plus grande clarté pour ce qui est de ses motivations, mais aussi la plus grande prudence face aux deux écueils principaux qui le guettent dans les recoins de son inévitable subjectivité, d'autant plus que cet historien est souvent une historienne. Et ces deux écueils, pour moi, c'est d'une part l'exaltation, c'est-à-dire insister sur l'abondance, la richesse de cette littérature des femmes, et d'autre part la déploration. Là, cette fois, c'est ne faire des écrivaines que des victimes de la société patriarcale, n'envisager que leur exclusion systématique de l'histoire de la littérature. Alors, je ne prétends pas aujourd'hui répondre à toutes ces questions, et ceci d'autant plus que j'ai appris avec le temps qu'il était tout aussi important de les poser que d'y répondre, que de leur apporter une réponse. Mais en fait, en m'appuyant sur quelques exemples d'histoire littéraire et en formulant en cours de route une série d'hypothèses, en fait, j'espère susciter
c'est peut-être un peu ambitieux de ma part, mais susciter de nouvelles politiques de lecture qu'on pourrait qualifier de décanoniques. Et pour ce faire, je propose, à la suite d'Édouard Saïd, d'envisager le canon dans les termes de sa signification musicale. Le canon, c'est une forme contrapuntique utilisant de nombreuses voix, une forme exprimant le mouvement, la découverte et l'invention rhétorique. Alors, étant donné que toute histoire s'inscrit forcément dans la continuité des histoires précédentes, qu'elle entend confirmer, ou alors dans la majeure partie des cas plutôt qu'elle prétend infirmer, il m'a paru nécessaire de réfléchir sur l'existant, à savoir sur les histoires de la littérature russe des femmes, ou plutôt les histoires des écrivaines russes, après la terminologie a aussi sa part d'idéologie, bien évidemment, telles qu'elles sont déjà parues en anglais et en russe. Alors, si on ne peut que regretter l'absence criante d'ouvrages en français, l'idée même de rédiger une histoire des écrivaines russes étant de toute évidence quelque chose qui, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, n'entre absolument pas dans l'univers mental des chercheurs ou des chercheuses de notre pays, et bien malgré ça, l'histoire littéraire des femmes en Russie, aujourd'hui, ce n'est plus un champ de recherche nouveau au niveau international. Au contraire, il a été, on peut dire, extrêmement balayé. Aussi, la question qui se poserait à nous aujourd'hui, en tout cas à moi, si j'ai envie de me lancer dans cette histoire des écrivaines russes, eh bien c'est surtout celle des approches utilisées, de la connexion des disciplines, de la façon dont l'étude des écrivaines russes peut nous aider, peut m'aider à penser, à repenser la construction ou la déconstruction du canon littéraire, les pratiques des historiens ou les discours sur la littérature. Donc actuellement, une réflexion sur la présence des femmes dans l'histoire littéraire présente essentiellement un intérêt qu'on peut qualifier d'épistémologique, puisqu'on s'aperçoit que l'intégration des femmes dans les pages d'une histoire déjà écrite ne peut pas se faire en laissant intactes les catégories, les hiérarchies, les savoirs, les définitions, même ceux qui sont répétés ou celles qui sont répétées les plus incontestables, qui ont présidé justement à l'écriture de cette histoire. Ça, c'est Christine Planté, je cite ici Christine Planté, qui a écrit ça dans son article très récent, donc encore aujourd'hui, ce sont des questions qui se posent, la place des femmes dans l'histoire littéraire, annexe ou point de départ d'une relecture critique. Alors, je vais aussi me référer aujourd'hui très largement aux travaux d'Irina Savkina, qui est professeure de littérature russe à l'université de Tampere en Finlande, et qui mène depuis de nombreuses années une réflexion historiographique qui est très importante justement dans ce domaine. Donc à l'origine de l'histoire, de l'intérêt pour l'histoire littéraire des femmes se trouvent bien évidemment les études féministes, puis les études de genre. Alors dans le domaine de la slavistique, des études slaves, les gender studies se sont toutefois développées avec un certain retard, pour ne pas dire un retard certain, en comparaison avec les études sur les littératures, par exemple anglophones, germanophones ou romanes, qui les ont beaucoup plus rapidement intégrées. En outre, ces gender studies n'ont réellement eu d'impact que chez les russisants des pays anglophones et germanophones, justement, la russistique française restant donc pour l'essentiel réfractaire aux études de genre et à leur application à la littérature. Je parle bien de la russistique française, pas forcément des études en littérature en France. Mais pour ce qui est en tout cas de la russistique ou de la slavistique, c'est vrai qu'on note quand même une défiance assez importante. Et à la suite de Marie-Pierre Harver, on peut peut-être expliquer ce désintérêt, déjà dans un premier temps, par une certaine résistance des milieux académiques français à la remise en cause du canon littéraire qu'implique immanquablement le phénomène de décentrage opéré par les studies, que ces studies soient de genre, post-colonial, culturaliste, etc. etc. Donc voilà ce que dit Marie-Pierre Harver, c'est qu'organisée autour de la centralité de la référence nationale, la tradition républicaine et universaliste française vit comme un danger les contestations identitaires ou communautaires du canon. Donc cette slavistique française, il me semble qu'elle a hérité de deux conceptions centralisatrices de la littérature qui évacuent toute reconnaissance des particularismes et du relativisme culturel. La Russie, comme la France, possède une tradition bien ancrée de patrimonialisation des objets littéraires, et on hérite du canon,
et on le transmet comme une donnée stable et permanente. Et moi-même, en fait, pendant des années, j'ai enseigné l'histoire de la littérature sans me poser toutes sortes de questions qui maintenant me semblent absolument évidentes, parce que tout simplement, assez passivement, avec une certaine inertie, je continuais à transmettre ce qu'on m'avait à moi-même transmis dans le cadre universitaire, et puis c'est comme ça finalement que quelque chose qui a été historiquement construit devient quelque chose qui semble absolument intouchable et qui existe de toute éternité. Comme la France, la Russie n'a connu ni guerre des canons, ni prise en compte des études sur le genre dans sa réflexion sur l'histoire littéraire. Et la méfiance institutionnelle face aux tentatives de déconstruction du canon sont d'ailleurs si fortes en Russie que l'historiographie littéraire n'est pas inscrite comme un champ de recherche spécifique dans le paysage académique et critique. Enfin, les histoires de la littérature russe, qui sont des histoires mémorielles plutôt que des histoires critiques, s'élabore depuis la fin du XIXe siècle sur le modèle exclusif du génie et du chef-d'œuvre, deux énoncés qui ne se conjuguent que très difficilement au féminin et qui ont d'ailleurs précisément servi à écarter les femmes de toute reconnaissance littéraire par les institutions. Alors, pourtant, la Russie a connu son moment de remise en cause du canon et de réflexion sur l'histoire littéraire au cours des années 90, et plus précisément entre 1987 et 1998, quand la revue Vопроsi Literaturi a lancé plusieurs débats sur ce que devrait être l'histoire de la littérature russe. Alors les résultats de ces débats, qui ont réuni théoriciens de la littérature, historiens et enseignants de diverses universités du pays, ont été assez contrastés et malheureusement suivi de peu d'effets dans l'historiographie littéraire. Alors les plus conservateurs parmi les débatteurs ont insisté sur la nécessité de sauvegarder la tradition et de ne pas succomber, je cite, à la désorganisation apportée par les influences occidentales. Et ici, désorganisation peut être compris comme un presque synonyme de déconstruction. Ceux qui en tenaient pour le moyen terme ont appelé à l'élaboration d'un nouveau canon qui continuerait cependant à suivre une stricte verticale des valeurs. Donc pour eux, il s'agissait tout simplement de remplacer un système hiérarchique par un autre. D'autres débatteurs, encore un petit peu plus aventureux, se sont prononcés pour l'utilisation de nouveaux paradigmes en histoire littéraire, comme l'histoire des formes esthétiques, l'histoire des genres, ce que préconisait Gérard Genette en France dès les années 1960, l'histoire des thèmes et des motifs. En revanche, les universitaires russes n'ont que très rarement évoqué une histoire des institutions de la littérature, la seule histoire littéraire possible selon Roland Barthes. Et ça, c'est assez étonnant parce que ces débats, ils ont été complètement contemporains des travaux d'Abraham Reinblatt et Boris Dubin qui justement travaillaient sur les institutions de la littérature. Et enfin, le dernier groupe qu'on peut identifier dans ce débat qui s'est perpétué sur plusieurs années et plusieurs numéros de la revue, donc les moins réfractaires justement à cette déconstruction occidentale, entre guillemets, en ont appelé à un élargissement des méthodes, du matériau, des objets historiographiques, donc en direction justement de la sociologie, ou plutôt de ce qu'on appelle en Russie la culturologie, de la littérature entre guillemets basse, des phénomènes marginaux ou périphériques, sur le modèle, donc cette fois, des expérimentations anglo-saxonnes. Alors, toutefois, au cours de ces discussions, pas une seule fois n'est apparue la question du caractère exclusivement masculin et androcentré du canon littéraire russe, comme de la plupart des canons qui ont été d'ailleurs élaborés en miroir de la promotion nationale. Pas une seule fois n'a été évoquée la nécessité, ou peut-être même pas la nécessité, mais tout simplement la possibilité de la prise en compte du genre dans la construction d'une nouvelle histoire de la littérature russe. Et en conséquence, eh bien, cette longue historiographie du silence, pour reprendre Michel Perrault, continue de plus belle autour des poétesses et des prosatrices du passé. Et les dernières histoires de la littérature russe qui sont parues en Russie, là je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai eu l'occasion d'en parler dans entre autres colloques justement sur la réécriture de la journée d'études, c'était quoi un colloque des journées d'études, je ne sais plus, qui avait été organisé ici même au printemps, si mes souvenirs sont bons, autour de comment réécrire une histoire de la littérature russe. Donc les dernières histoires de la littérature russe parues en Russie, qu'elles soient d'ailleurs institutionnelles ou contre-institutionnelles, n'ont toujours pas réduit ce hiatus entre
la réalité matérielle des processus littéraires et le discours élaboré a posteriori sur ces processus, surtout en ce qui concerne donc, la période qui m'intéresse moi en premier chef, c'est-à-dire qui va des années 1760, au moment où les femmes publient pour la première fois en Russie, jusqu'au début du XXe siècle. En d'autres termes, l'écart entre la présence, qui est de plus en plus massive, des écrivaines dans la culture russe à partir de la fin du XVIIIe siècle, et leur très faible visibilité dans l'historiographie, reste, à mon avis, une des grandes défaillances des études littéraires en Russie comme en France. Ce qui est un phénomène communément admis, quand même maintenant, par la majorité des chercheurs, c'est-à-dire l'existence d'une production littéraire féminine au moins quantitativement importante. Après, qualitativement, là, c'est là qu'on commence à tous s'écharper, mais au moins quantitativement importante, eh bien, ceci ne se répercute pas, la conscience qu'on a quand même de ce phénomène ne se répercute nullement dans les pratiques historiques. Et ce paradoxe s'explique peut-être par des réflexes, tout d'abord par des réflexes vraiment profondément ancrés chez les historiens de la littérature, et aussi une vision de l'histoire qui reste tributaire des héros et des grands hommes. Et en effet, l'histoire littéraire qui prendra en compte les écrits des femmes et les espaces de cette écriture, qui sont souvent des espaces mal définis, des espaces non seulement marginaux, mais très mal définis, eh bien, sera avant tout une histoire matérielle de la littérature, ou une histoire from below. Et l'historiographie littéraire russe, qui considère généralement la littérature comme un corpus de grands textes, dont héritent les générations et qu'elles doivent sauvegarder pour pouvoir les transmettre à leur tour, eh bien cette historiographie a encore des difficultés à intégrer à sa réflexion la diversité des pratiques, des lieux de sociabilité, des moyens de diffusion de la littérature et tout ce qui fait en fait la matérialité du champ littéraire. Donc ma conclusion serait que l'effet minorant des histoires littéraires en Russie, elle tient à une conception normative et patrimoniale de l'histoire en tant que telle. Donc le problème, c'est vraiment la façon dont on aborde l'histoire. Alors, ce n'est donc pas un hasard si les premières études portant sur l'histoire des écrivaines russes viennent du monde anglo-saxon. Alors, je ne parlerai pas ici des ouvrages sur la place des femmes dans l'espace socio-culturel russe, parce que ces ouvrages-là les ont anticipé l'histoire des écrivaines. Et en France, on a eu quelques ouvrages qui sont parus dans ce domaine-là. Par exemple, les travaux d'Hélène Verjalus sur les femmes et la famille en Russie, les travaux d'Evelyne Anderlin, les travaux de Lise Gruel-Appert aussi, de la paysanne à la tsarine. Bon, il y a des travaux sur les femmes et qui ont généralement d'ailleurs anticipé les travaux sur les écrivaines, vraiment. Alors, en 1987, pour ce qui est vraiment de la littérature, un ouvrage qui s'appelait Terrible Perfection, Women and Russian Literature, a vraiment créé l'événement, puisque c'était la première application de théorie féministe à la littérature russe. L'auteur, c'est Barbara Eltz, et Barbara Eltz avait mis au cœur de son étude une dialectique sujet-objet, donc elle expliquait que la place accordée aux femmes dans les histoires de la littérature russe est inversement proportionnelle à l'idéalisation de la figure féminine dans les œuvres poétiques ou les œuvres de fiction écrites par les hommes. Autrement dit, plus les femmes sont valorisées, plus elles jouent un rôle majeur en tant qu'héroïnes de roman, en tant qu'héroïne qu'objet d'amour dans les poèmes, en tant que muse, c'est-à-dire en tant qu'objet de la littérature, eh bien, plus elles jouent un rôle mineur en tant qu'écrivaine, c'est-à-dire sujet de la littérature. Et Barbara Eltz souligne donc tout ce paradoxe entre la marginalisation sociale et la centralité symbolique. Et à mon avis, on a là une des clés principales pour comprendre justement ces processus d'invisibilisation des femmes dans l'historiographie littéraire russe. Alors, depuis les années 1990, plusieurs facteurs ont quand même été réunis pour les recherches sur les femmes écrivains en Russie et pour qu'elles se développent. Donc moi, j'en ai identifié toute une série, il y en a peut-être d'autres, ça on pourra peut-être d'ailleurs en discuter. Alors la première chose, la constitution en discipline des gender studies appliquées à la littérature et les succès rencontrés en Occident par cette nouvelle approche ont pu, d'une certaine façon, justement motiver des recherches en ce sens appliquées à la littérature russe.
Le deuxième point, deuxième facteur, il est extrêmement important celui-ci, c'est le travail d'édition ou de réédition, de commentaires et de traduction des œuvres des écrivaines russes, donc de cette période, fin 18e et 19e siècle. Donc ce travail, il se fait en Russie dès le début des années 1980, avec la publication de recueils de cette production oubliée, justement, des prosatrices et des poétesses du XVIIIe et du XIXe siècle. Et entre 1979 et 1991, il ne sort pas moins de 6 recueils anthologiques, ce qui est quand même beaucoup en Russie, essentiellement à Leningrad et aussi à Moscou. En dehors de la Russie, pour la même période, fin 18e et 19e siècle, les écrivaines de la fin du 18e et du 19e siècle, on a tout un processus de traduction et d'édition d'anthologies dans des langues européennes. Ces langues sont essentiellement l'anglais, l'allemand et aussi le finnois, puisque Irina Sapkina a énormément œuvré en Finlande pour la reconnaissance de ces écrivaines. Alors plus rarement, on va traduire des œuvres séparées et les augmenter d'un appareil scientifique. Et par exemple, c'est le cas d'un roman de Karolina Pavlova qui s'appelle Dvaina et Жизнь, une double vie, qui a été publié en 1848 en Russie, traduit en anglais et commenté par Barbara Helt à la fin des années 70. Alors ici, j'insiste vraiment parce que c'est extrêmement important, ce travail de réédition, fût-ce à l'intérieur d'anthologies, il est extrêmement important pour la pratique d'une histoire littéraire qui prenne en compte aussi bien les productions littéraires des femmes que celles des hommes. Parce qu'en fait, il ne reste de traces que de ce qui a été l'objet d'une volonté de préservation et de conservation. Or, à la carence des traces vient trop souvent s'ajouter la carence des publications. Et si les textes des écrivaines du passé ne sont pas présents dans les catalogues des maisons d'édition, il n'est pas possible non seulement de les enseigner, mais il n'est pas possible non plus de les ériger en modèle référentiel ou en exemplum du récit historique. Le troisième facteur qu'on peut isoler, c'est justement ce processus dont j'ai déjà parlé, de révision du canon et des hiérarchies littéraires. Donc je l'ai évoqué pour ce qui est de la Russie avec les débats lancés par Vопроsi Literaturi. Et ce processus avait donc commencé avec les travaux de Rikblad et de Dubin et aussi d'Ev Gudkov en sociologie de la littérature. Et d'ailleurs ces derniers s'inscrivaient dans le sillage d'autres recherches qui étaient elles aussi en partie pratiquement oubliées à leur époque, celles des formalistes russes, puisque ce sont les formalistes russes qui, les premiers, ont travaillé dans ce domaine, pas dans le domaine de la littérature des femmes, mais dans le domaine de la révision du canon. Ce processus, hélas, il s'est très sensiblement ralenti en Russie au cours des années 2000. Le quatrième point, c'est le questionnement disciplinaire sur l'écriture, le fonctionnement et aussi les fonctions des histoires littéraires. À quoi est-ce que ça sert d'écrire une histoire littéraire et surtout leur fonction de gestion des héritages du passé. Et moi, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que l'histoire littéraire, elle se doit aussi d'être un retour vers la production du passé qui est encore disponible. Si cette production est disponible, c'est aux historiens de la littérature de la faire remonter. Et là, je vais citer Michel Touret qui dit que l'histoire littéraire ne fait pas qu'effacer dans un geste de réévaluation silencieuse, elle remonte à la surface les textes qui avaient sombré. C'est faire remonter à la surface de notre époque, de notre histoire, les textes qui avaient sombré. Le cinquième facteur aussi qui a contribué justement à ce qu'on s'intéresse à la littérature, à l'histoire littéraire des écrivaines, l'histoire des écrivaines russes, c'est la rencontre entre les recherches russes et non russes qui s'est essentiellement effectuée sur deux plans. Tout d'abord, l'adaptation progressive d'une partie de la philologie russe au contexte théorique de l'Europe occidentale. On peut penser par exemple à tout le travail énorme qui a été effectué par Enello, qui a traduit les grands textes théoriques européens et américains, entre autres. Et puis aussi la tenue de séminaires, de colloques qui ont créé la possibilité de discussions directes entre ces chercheurs russes et occidentaux, les uns comme les autres, pouvant apprendre rétrospectivement de leur propre expérience.
Le sixième point, ou sixième facteur, qui me semble important aussi, c'est l'entrée dans les usages russes de la recherche en archives. La recherche en archives, elle est indispensable dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire les études sur la littérature des femmes. Parce que, tout simplement, les conditions même de production et de diffusion, ou de non-diffusion, justement, de cette littérature, font que l'histoire littéraire des femmes ne peut être une histoire que depuis l'archive. Et l'archive ici, c'est vraiment, on l'entend vraiment dans le sens de documents poussiéreux, oubliés au fin fond des bibliothèques, que personne ne va jamais consulter. C'est vraiment de ces archives-là aussi qu'il s'agit. Donc une histoire qui se fait depuis l'archive, et qui se fait aussi à partir d'une littérature qui est hors d'usage au sens premier du terme, hein, une littérature dont on n'use plus finalement. Et puis le dernier point, donc c'est la mise à disposition de nouveaux outils et de nouvelles ressources, avec tout d'abord l'édition de dictionnaires bibliographiques consacrés justement aux écrivaines russes. Par exemple, en 1994, un énorme dictionnaire qui s'appelle Dictionary of Russian Women Writers. Les répertoires, les catalogues, les dictionnaires, les anthologies, tout ça, ça participe d'une première étape, mais qui est vraiment une étape décisive. Et c'est cette étape-là, c'est celle du repérage, en fait, du repérage quantitatif de ces textes, et aussi de l'attribution. Parce que la question de l'attribution des textes, c'est une des questions les plus difficiles en ce moment qui se pose à ceux, et à celles plutôt, une fois encore, hélas, qui s'intéressent à la littérature féminine du XIXe siècle. Et cette première étape, elle préside vraiment à l'élaboration du récit historique. On ne peut pas faire un récit historique sans passer déjà par cette étape-là. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est vraiment pour insister sur aussi la question des outils. Et donc la possibilité d'écrire une histoire littéraire des femmes, elle passe encore aujourd'hui par le retour à une pratique bio-bibliographique qui avait justement précédé l'historiographie. En fait, c'est comme si on devait faire une sorte de retour en arrière. Parce que si on regarde ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle en Russie, on voit qu'il y avait un très grand nombre de dictionnaires ou de catalogues qui prenaient en compte justement les œuvres des femmes. Le premier dictionnaire des écrivains russes de Novikov, en 1772, je crois, je ne sais pas, c'est 72, il me semble, qui comportait environ 300 noms d'écrivains, comportait aussi 9 écrivaines, ce qui était déjà pas mal en 1772, quand on sait qu'elles ont commencé à publier au début des années 1760. Et tout au long du XIXe siècle, jusqu'à la grosse somme éditée par le prince Galitzin à la fin du XIXe siècle, on a une vraie pratique bio-bibliographique qui est importante et qu'on a finalement mise de côté au moment où l'historiographie a remplacé la pratique historiographique, a remplacé la pratique bio-bibliographique. Et puis, par rapport à ce septième point, les nouveaux outils, les nouvelles ressources, eh bien Internet, bien évidemment, la mise en ligne de nombreuses ressources sur le net, et entre autres, aujourd'hui on dispose d'une banque de données qui est extrêmement précieuse, c'est celle de Yuni Garbunov, sur les écrivaines russes, avec 15 000 entrées, donc 15 000 noms d'écrivaines en Russie, alors sur la totalité, je dirais, de l'histoire des écrivaines en Russie. Donc ça c'est la première chose, mais aussi Internet, pour de très nombreuses femmes écrivains du passé, c'est le seul espace de visibilité. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut lire sur la toile les œuvres d'autrices des XVIIIe et XIXe siècles qui n'ont jamais été éditées, et encore moins évidemment rééditées. Donc c'est la conjonction de tous ces facteurs qui a permis la parution, à partir de la fin des années 80, en Russie, aux USA, en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne, d'un certain nombre d'ouvrages historiographiques, de qualité ou de fortune très inégale, mais en fait qui présentent tous une caractéristique commune, c'est que pour l'essentiel, ces histoires des écrivaines russes ou ces histoires de la littérature russe des femmes, eh bien, sont circonscrites soit à un siècle, soit 2 siècles au maximum, ou alors une période qui va être considérée comme un cycle culturel. Et en fait, à ma connaissance, il n'existe pas encore de récit historique, de narration, vraiment, qui engloberait la totalité de la production, justement, des écrivaines russes,
en partant des toutes premières traces écrites qu'on a pu retrouver à Novgorod ou à Kiev au XIIe siècle, pour aller jusqu'à la littérature contemporaine, comme c'est le cas pour l'histoire de la littérature russe en général. Ça n'existe pas, et je vais y revenir. Le problème, en fait, que nous pose cette littérature, cette production des femmes, c'est le problème de la tradition. On a du mal à établir une tradition qui ferait récit. Pour avoir récit historiographique, il faut pouvoir en fait identifier une tradition, et c'est à ça que se heurtent la plupart des historiens et des historiennes de la littérature. Alors, dans le dernier temps de mon exposé, puis finalement je pense que je vais tenir en 1 heure, je pensais que ça prendrait plus de temps, mais donc j'aimerais vous présenter quelques ouvrages qui nous semblent importants, justement, pour ce champ de recherche, qu'est l'histoire des écrivaines russes. Donc des ouvrages qui sont importants parce qu'ils ont tenté d'élaborer sur leur objet un discours scientifique, cohérent, réflexif. Donc ce sont des ouvrages qui ont justement passé cette première étape, la première étape qui consiste à contrer l'effet Matilda et ses effets durables sur notre perception des processus littéraires. Et les auteurs, dont je vais parler maintenant, ont tenté d'évaluer la place que la production littéraire des femmes peut occuper dans le système général des échanges intellectuels et culturels, le pouvoir d'action aussi réel ou imaginé, fantasmé de ces écrivaines, ce qu'on appelle l'agentivité aujourd'hui. Donc ce pouvoir d'action dans le champ littéraire russe à divers moments de l'histoire, et puis les conditions forcément particulières de circulation et de réception de leurs œuvres. Donc c'est une sorte de petit état des lieux que je vais vous proposer, qui n'est absolument pas exhaustif, il est même très parcellaire et très incomplet, mais en fait il est le produit aussi d'une sélection et d'un choix qui est le mien, mais il me permettra peut-être aussi de réfléchir avec vous à la façon dont aujourd'hui, à la fin des années 2010, eh bien, de quelle façon peut-on construire de nouvelles approches pour une histoire des écrivaines russes, où est-ce qu'on se trouve actuellement par rapport à la problématique de l'écriture d'une histoire littéraire des femmes en Russie, de quel point de vue, c'est d'où on parle, ça c'est extrêmement important, donc de quel point de vue cette question est-elle traitée, est-ce que nous avons dépassé, ou même intégré d'ailleurs, les acquis et les problématiques des ouvrages pionniers qui sont parus dans les années 80 et 90, je vais en évoquer quelques-uns maintenant, quelles peuvent être aussi les stratégies pour de nouvelles recherches, alors que dans le monde anglo-saxon, eh bien, les publications sur les écrivaines russes semblent s'être complètement étouffées, essoufflées plutôt qu'étouffées, depuis une dizaine d'années, peut-être pas étouffées, mais essoufflées, alors même qu'elles n'ont jamais vraiment démarré en France et qu'elles restent insuffisantes en Russie. Alors j'ai essayé d'organiser cette présentation pour que ça ne soit pas trop un peu ennuyeux. J'ai essayé de les organiser autour de 3 types de démarches que j'ai essayé de repérer justement dans ces différents ouvrages. Une première démarche donc, que j'appellerais la démarche inclusive, une deuxième démarche qui serait une démarche alternative, et une troisième démarche, une démarche déconstructive, qui sont aussi 3 façons de réfléchir sur le canon littéraire. En fait, c'est vraiment ces démarches, j'ai essayé de les identifier par rapport à une réflexion sur le canon littéraire russe. Alors, la première démarche, la démarche inclusive, elle se fait vraiment depuis le canon, du point de vue du canon, le point de départ et le point de vue, c'est le canon littéraire, et c'est habituellement la position qui est adoptée par la recherche, je dirais, traditionnelle en Russie. Donc c'est une perspective qui consiste à élargir le canon pour l'ouvrir justement à l'altérité. L'altérité ici, ce sont les femmes. Et cette perspective s'accompagne en fait très curieusement d'une revendication de neutralité dans la collecte et la présentation de son matériau littéraire. C'est-à-dire que dans la plupart des ouvrages que vous avez ici, eh bien, on a cette revendication de neutralité qui est une revendication quand même qui est très ambiguë, parce qu'en fait, elle n'avoue pas ces critères de sélection. Or, les critères de sélection, on les voit dans les titres. Ils sont extrêmement clairs. Ces critères de sélection, c'est de la façon la plus traditionnelle qui soit. Ils dépendent vraiment d'un rapport de proximité avec les grands écrivains. Et la contestation des lignes de partage normatives entre le centre et la périphérie
qui est censée motiver justement cette position inclusive, cette démarche inclusive, elle se retourne finalement en une sorte de renforcement des autorités littéraires. Alors, l'ouverture à, entre guillemets, l'altérité féminine est ainsi au cœur des travaux de Mikhail Feinstein, mais elle se fait, on le voit, à partir de la fameuse centralité pouchkinienne. Toujours cette centralité pouchkinienne avec son ouvrage, qui est un ouvrage important, quoi qu'il en soit, un ouvrage aussi auquel on peut se référer, qui date de 1989, qui s'appelle donc Les écrivaines à l'époque de Pouchkine, mais qui n'est finalement qu'une tentative pour trouver une place à l'intérieur, aux femmes, une place à l'intérieur du canon existant, sans questionner la légitimité de ce canon. Et en plus, Feinstein écrit à un moment que cette place est modeste mais digne. Alors là, on voit vraiment le point de vue quand même assez particulier. D'autre part, ce qu'il fait Feinstein, c'est qu'il affirme que les femmes ont une position, une situation particulière dans le canon, mais il évite tout à fait de se poser la question de ce qui constitue cette spécificité, cette particularité. Et là, il me semble qu'on a une sorte de défaut de positionnement qui ne permet justement pas à l'auteur d'atteindre pleinement ses objectifs, du moins les objectifs qu'il revendique, qu'il affiche, qui est renouveler l'histoire littéraire. Alors, c'est un ouvrage quand même qui est important parce que Feinstein le mérite d'exhumer toute une série de textes littéraires et aussi d'articles critiques très peu connus ou qui avaient été plus ou moins perdus et qu'il a retrouvés en dépouillant revues, archives des XVIIIe et XIXe siècles. J'ai mis aussi exactement dans le même point de vue, je vais commencer d'abord avec l'article de Evgenia Stroganova qui s'appelle Turgenev et его литературные современницы, Turgenev et ses contemporaines russes, qui est donc paru en 2018. Donc celui-ci il est très récent, mais on voit que eh bien, on est 40 ans, je suis très mauvaise en calcul, 40 ans après. Ça appartient exactement à la même catégorie d'études que l'étude de Feinstein, c'est-à-dire d'une certaine façon, je passerai par la métaphore du musée ici, c'est-à-dire que ce sont des études qui se proposent en fait un enrichissement de la collection du musée de la littérature russe autour de ses pièces maîtresses. Donc après Pouchkine, la pièce maîtresse Pouchkine, maintenant la pièce maîtresse Turgenev. Plutôt que de faire un nouvel accrochage, justement, ce qui serait peut-être intéressant, mais ce nouvel accrochage impliquerait une réelle interrogation sur les politiques muséographiques, sur les critères de sélection qui ont présidé justement à la constitution de la collection du musée. Alors, la remarque qu'on peut faire pour ces deux auteurs vaut également pour Natalia Mastovskaya, avec son article toujours autour de Turgenev, Turgenev et Женщины писательницы, où c'est toujours le même principe autour du grand écrivain qui fonctionne. Alors, Irina Savkina a très justement remarqué que les travaux de ce type résolvent le problème de la réception de la littérature des femmes avec une déconcertante facilité. C'est-à-dire que si Bielinski, ou Pouchkine, ou Turgenev, ou Gorky ont mentionné une écrivaine, ou mieux encore, s'ils en ont fait l'éloge, ou si celle-ci a laissé des mémoires sur le grand homme, eh bien, elle est digne d'entrer dans l'histoire de la littérature. Donc, il y a quelque chose ici qui peut être quand même un peu discuté, me semble-t-il, d'autant plus que les compliments, il y a beaucoup de compliments, les critiques du XIXe siècle font énormément de compliments à leurs contemporaines qui prennent la plume, mais en fait, Irina Savkina montre bien que ces compliments adressés aux écrivaines par ceux qu'elle appelle les patriarches de la littérature russe témoignent souvent d'une réception condescendante de leurs œuvres. On est dans le compliment, dans l'éloge, dans la flatterie, et elle y voit même une forme de répression et de marginalisation de cette littérature. Elle appelle ça une réception patriarcale. Bon, le mot patriarcal a été tellement galvaudé qu'on a parfois j'ai presque honte de l'employer encore. Alors, je conclurai sur cette démarche inclusive et sur sa tendance à légaliser l'existence des écrivaines en fonction justement de l'autorité de ces fameux patriarches littéraires, en soulignant quand même que Evgenia Stroganova semble y avoir renoncé en partie dans l'ouvrage qu'elle vient tout juste de faire paraître. En 2019, donc, Klassiki i современницы. Гендерные реалии в истории русской литературы XIX века.
Alors, hélas, à cause de notre bonne vieille poste, j'ai commandé cet ouvrage il y a 2 mois, il n'est toujours pas arrivé. Donc, j'ai que le titre et la 4e de couverture pour vous en parler. Mais déjà le titre il participe de 2 démarches. La démarche inclusive, puisqu'il place les classiques quand même en tête d'affiche, des classiques et leurs contemporaines, mais le sous-titre peut laisser supposer, donc j'attends cette lecture avec une très très grande impatience, le sous-titre peut laisser supposer que Stroganova a également adopté un autre type de démarche, et entre autres ce second type de démarche dont je vais parler aujourd'hui, qui est donc la démarche alternative. Donc cette démarche alternative, elle vise à la multiplication des canons, à l'élaboration de contre-canons. Bernard Mouralis parlait dans les années 70 de contre-littérature, voire au remplacement total du canon existant. Donc c'est une démarche qui s'est faite sous l'influence des diverses studies, et elle porte ces questionnements aussi bien dans les espaces territoriaux, avec les post-colonial studies, sociaux, les subaltern studies, que sexués, les women and gender studies. Donc comme je vous l'ai dit, n'ayant pas encore eu l'occasion de consulter l'ouvrage de Stroganova pour des raisons de livraison postale, j'évoquerai une fois encore les travaux de Barbara Helt. Alors l'hypothèse, donc toujours Terrible Perfection, l'hypothèse de Barbara Helt est la suivante: étant donné que le champ littéraire russe, mais aussi soviétique, était largement contrôlé par des institutions qu'elle appelle patriarcales, donc l'édition des livres, la presse, la critique, la censure, les femmes n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter ou d'imiter les standards masculins si elles voulaient avoir la moindre chance d'exister. On pourrait parler en fait pour toutes ces écrivaines du conformisme comme condition de survie en régime masculin. Et toujours selon Helt, les stratégies d'adaptation à une norme qui n'a pas été édictée par elle et encore moins pour elle ne doivent cependant pas faire oublier que les écrivaines russes possèdent leur propre tradition littéraire. Donc Barbara Helt propose réellement un contre-canon ou un nouveau canon qui se baserait sur une tradition qu'elle arrive à identifier. Donc elle parle d'une perspective littéraire alternative qui s'est exprimée, selon elle, dans les genres de la poésie lyrique et de l'autobiographie. Alors, tous les genres d'autobiographie. Et pour ce qui est de la poésie lyrique, en fait, elle remonte à ce qui est, selon elle, une pratique qui n'a pas été codifiée par les hommes, et donc dans la littérature orale russe, la lamentation, le platch, qui serait dans lequel elle voit l'ancêtre de la poésie lyrique, d'une poésie lyrique féminine. Alors, il est facile, en même temps, quand on parle de poésie lyrique ou d'autobiographie, il serait facile ici de lui objecter, surtout pour le 19e siècle, enfin la fin du 18e et le 19e siècle, que plus qu'une tradition, c'est le territoire sur lequel les hommes ont longtemps relégué les femmes. Donc, est-ce qu'on doit considérer les écrivaines comme sujet de la tradition, comme le fait Barbara Helt, ou comme objet de la relégation? Là, c'est vrai qu'il y a aussi une question qui se pose, et tout est toujours question de point de vue. Alors, ceci dit, c'est sur cette soi-disant tradition que pourrait s'appuyer, comme je l'ai dit, l'élaboration d'un contre-canon féminin en Russie. Alors, on peut vraiment noter que la question de savoir s'il existe ou non une tradition littéraire spécifique aux femmes, c'est-à-dire une histoire en propre, qui serait distincte de celle de leurs confrères masculins, cette question est de celles qui apparaissent vraiment le plus souvent dans tous les ouvrages que j'ai pu consulter, et surtout dans les travaux des slavistes anglo-saxons et allemands. Par exemple, bon, j'ai très peu parlé de la recherche allemande, mais elle a donné aussi des résultats intéressants avec Frank Gupfert ou Isabelle Choré, par exemple. Donc, à cette question de savoir s'il existe une tradition littéraire féminine en tant que telle, eh bien, les chercheurs répondent souvent et oui et non, à la fois par la positive et par la négative. Alors, si on prend tout d'abord Toby Kleinman et Diana Green, qui sont donc les auteurs de Women Writers in Russian Literature, donc ils disent que oui, d'une part, cette tradition existe. Pour eux, les femmes écrivains se seraient quand même fortement influencées les unes les autres, et l'histoire de cette interaction, justement, pourrait venir enrichir le champ de nos connaissances. Oui, parce que nous pouvons actuellement regarder les productions féminines en fonction de leurs propres termes,
et en nous demandant dans quelle mesure notre compréhension du monde et de la littérature aurait été transformée si nous avions pris pour norme l'expérience et le point de vue des femmes. Et puis non, car, disent-ils, toutes les femmes qui ont écrit en Russie ne l'ont fait que sur l'horizon commun de cette littérature masculine, qu'elles aient cultivé une attitude de mimétisme ou qu'elles aient au contraire cherché à s'en émanciper. Alors pour Rosalind Marsh, qui a coordonné en 1994 un ouvrage collectif sous le titre Gender and Russian Literature, eh bien l'affirmation selon laquelle il existerait une tradition littéraire féminine indépendante en Russie ne peut pas être prouvée de façon définitive, de même qu'elle ne peut pas être réfutée de façon définitive. Alors on est un peu embêté parce que là, on ne sait plus trop dans quoi on marche, mais en même temps c'est assez intéressant parce qu'elle dit que d'une part, l'absence de lieu de sociabilité littéraire qui serait commun aux femmes a gêné durablement les possibilités d'élaboration d'une histoire collective, d'une narration. Et ce n'est qu'actuellement, alors actuellement pour Rosalind Marsh, ce sont les années 1990, qu'il est devenu possible pour les autrices, pour les femmes critiques en Russie, de découvrir leur héritage et de le considérer comme un tout faisant tradition. Mais d'autre part, au vu des échos entre les œuvres des écrivaines russes et celles des écrivaines européennes, elle dit qu'on peut parler d'un mouvement littéraire féminin international à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et même si des influences directes ne peuvent être prouvées que difficilement, et s'il n'est pas non plus aisé de repérer des filiations au féminin, eh bien la permanence de certains thèmes, certains personnages, images, motifs, d'une génération d'écrivaines à une autre, toujours selon Rosalind Marsh, est indubitable. Alors, j'en arrive à mon dernier type de démarche, qui est la démarche déconstructive. Et la démarche déconstructive, elle est aussi largement représentée par les études anglo-saxonnes dès le milieu des années 90 et avec Katrina Kelly, mais aussi par Irina Savkina en Finlande. Et donc c'est une démarche qui cherche moins à reconstruire le canon en l'élargissant ou à le remplacer qu'à interroger ce qui constitue la norme ou ce qui la constitue en tant que telle. En fait, pour les tenants, ou plutôt les tenantes d'ailleurs d'une telle approche, le canon ce n'est pas un contenu, c'est une structure. Et c'est la structure qu'il faut interroger, et non pas le contenu. Et c'est là qu'il me semble qu'on a quelque chose un fil sur lequel on peut peut-être tirer et qui peut être intéressant. Donc, Katrina Kelly, donc, dans son ouvrage, que je vais vous mettre, A History, on aime bien les anglo-saxons qui proposent une histoire, et non pas l'histoire, A History of Russian Women's Writing, elle se positionne tout d'abord, alors elle a un positionnement extrêmement clair, hein, donc tout d'abord elle se positionne contre les études littéraires traditionnelles, bien évidemment, puisque ces études traditionnelles manifesteraient par rapport aux écrits des femmes une totale incompréhension, conjuguée, je cite Katrina Kelly, à une tendance aux généralités préconçues qui sont devenues ce qu'elle appelle de la désinformation légitimée. Désinformation légitime. Deuxièmement, elle insiste aussi sur ces divergences avec la critique féministe, aussi bien avec les féministes anglo-saxonnes, parce qu'elle trouve que les féministes anglo-saxonnes accordent une trop grande importance à la catégorie de l'expérience, hein, c'est-à-dire qu'il existerait une expérience qui serait spécifique aux femmes et qu'elles pourraient traduire dans leurs œuvres. Et elle aussi se démarque beaucoup des féministes françaises qui, elles, avaient déplacé surtout l'accent sur le corps. L'écriture féminine serait une écriture corps. Donc là, Françoise Lefarge s'est beaucoup intéressée à ces questions dans sa thèse. Et selon elle, en fait, ces féministes françaises ne s'intéresseraient qu'à des utopies textuelles sans accorder aucune attention aux mécanismes, aux contraintes et aux pressions socio-culturelles, mais aussi au travail des institutions qui portent le discours et qui définissent les frontières. Alors, Katrina Kelly désire aussi débattre de la place, selon elle, double qu'occupe la littérature des femmes dans le champ littéraire, à la fois à l'intérieur de la culture masculine et à l'extérieur, c'est-à-dire dans une sorte de marginalité culturelle d'un collectif féminin dont les limites restent quand même assez floues.
Et son ouvrage s'organise enfin autour de la question des conflits de discours dans les textes littéraires des écrivaines russes, à des moments et dans des espaces historiques concrets. Et ici, on voit que c'est la démarche, et elle le dit, c'est sa démarche qui a déterminé le choix de ses matériaux textuels. C'est-à-dire que la sélection des écrivaines, dans la multiplicité des écrivaines essentiellement du 19e et du début du 20e siècle, en fait, elle a choisi celles qui lui permettaient en fait, de distinguer trois catégories. Donc, d'une part, elle va sélectionner les textes qui lui semblent représenter ce qu'elle appelle une forte identité de femme écrivain, des textes radicaux du point de vue du genre. Et elle cite, par exemple, pour les années 1830-1840, les récits de Yelena Gan, et au début du XXe siècle, ceux d'Anastasia Verbitsky. Donc, selon elle, ce sont des textes qui vont à l'encontre du discours dominant dans la culture russe, qui associe généralement les femmes à une sorte de passivité intellectuelle. Donc, ça consisterait en voilà, une sorte de première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont, à l'autre bout du spectre, justement, les femmes qui suivent de façon, selon elle, conformiste, des normes et des conventions historiquement construites. Et elle prend comme exemple la littérature féminine du réalisme socialiste, qui, selon elle, évacue toute réflexion sur le genre, donc à l'époque soviétique. Et puis enfin, troisième groupe, elle accorde une attention toute particulière à ce qu'elle appelle les textes frontières. Et les textes frontières, ce sont bien évidemment les plus intéressants, ce sont ceux qui entretiennent une relation dialectique à la culture dont ils sont issus, qui traduisent les normes de leur temps, et qui, en se conformant à ces normes et en s'y adaptant, les transforment. Donc une sorte de travail un peu de subversion qui se ferait à l'intérieur même du système normatif et à l'intérieur du canon. Et c'est le cas, par exemple, de l'œuvre de Maria Zhukova dans les années 1840 et 1850. Alors, Katrina Kelly a construit son ouvrage de façon chronologique, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, et qui plus est en suivant une chronologie quand même assez traditionnelle, puisque la première partie c'est les années 1820-1880, la deuxième partie 1880-1917, donc on voit que ce sont surtout des événements politiques finalement qui rythment la chronologie. Troisième partie 1917-1953, évidemment, et quatrième partie 1954-1992. Et c'est là peut-être qu'il y a un petit problème parce que tout en suivant cette chronologie, et une fois encore une chronologie qui est une chronologie qui suit des événements sociopolitiques plutôt qu'une chronologie qui serait déterminée par les rythmes de la littérature, dans le même temps, elle refuse ce modèle justement déterministe, progressiste selon elle, qui postule que chaque génération d'écrivains serait une marche pour la génération suivante. Donc voilà, hein, on aurait le pré-romantisme, le roman qui amènerait au romantisme, en opposition au romantisme arriverait le réalisme, en opposition au réalisme arriverait le symbolisme, et comme ça on pourrait écrire une histoire voilà, qui tienne bien debout et qui contente tout le monde. Pardon. Donc en fait, ce qu'on peut dire aussi, et là il y a quelque chose d'intéressant dans son ouvrage, c'est que ce déroulement continu ou ces règles de successivité ne sont pas possibles pour ce qui est d'un récit de la littérature russe des femmes, parce que cette littérature, elle a un caractère archipélique. Là, j'emprunte le terme à Édouard Glissant, il parle aussi de développement en rhizome. Et ce caractère archipélique, hein, cet archipel de petites choses comme ça, et ce développement en rhizome, ne permet pas justement une sorte de développement linéaire et continu. Et Kelly dit que la littérature des femmes en Russie obéit bien à un modèle de répétition, mais que ce modèle de répétition, c'est le modèle de l'oubli. Et aux périodes durant lesquelles la littérature des femmes est audible, succéderaient des périodes d'assourdissement et ainsi de suite. Donc pour elle, le processus de développement de cette littérature ne peut être qu'ondulatoire. Et elle parle aussi de nomadisme littéraire. Et elle se prononce pour une histoire, finalement une histoire fragmentaire, qui serait, dit-elle, impossible à lire ou à écrire comme un Bildungsroman, c'est-à-dire un roman de formation avec toutes les étapes justement de la constitution et de l'évolution.
Alors en partant du même postulat, c'est-à-dire du caractère archipélique de cette littérature féminine, Irina Savkina formule l'hypothèse d'une histoire littéraire qui focaliserait son attention sur des moments. Et c'est pour ça que je reviens un peu à ce que je disais au tout début, parce que dans l'état présent de ma réflexion, c'est un peu la solution que moi je serais tentée d'adopter. Et les moments, justement, dont parle Savkina, ils peuvent être envisagés dans une sorte de profondeur temporelle, comme des instants d'inflexion ou des points de basculement. Donc c'est vraiment, on retrouve vraiment ici cette appréhension de la temporalité et de la périodisation, non plus comme chronos, mais comme kairos. C'est ce que j'évoquais au début de mon exposé. Alors, outre l'épineuse question des origines, ce moment très particulier est de toute façon une problématique commune à toutes les histoires de la littérature, les instants d'inflexion d'une histoire des écrivaines russes seraient ceux qui voient les femmes, donc je cite Savkina, les femmes sortir des coulisses pour apparaître à l'avant-scène de l'histoire. Et elle note que ces moments sont souvent ceux d'une transformation des paradigmes culturels, quand des éléments marginaux, qui ne sont pas prestigieux du point de vue du canon, font irruption dans un processus littéraire jusqu'alors bien huilé, provoquant des accros, des distorsions, qui apparaissent comme des innovations, entraînant des formes ou des réseaux de signification inédits. Alors, elle prend un exemple qui parlera à tout le monde, l'apparition de la littérature symboliste en Russie, qui a en effet été accompagnée par une très très grande visibilité des poétesses, des femmes, mais le symbolisme ensuite est devenu à son tour le canon. Donc voilà, c'est le mouvement général de l'histoire littéraire. Alors je conclurai en ce qui, peut-être avec ce qui constitue à mes yeux un des avantages parmi les plus importants liés à l'écriture d'une histoire littéraire des femmes en Russie, parce que c'est toujours cette même question, pourquoi finalement écrire une histoire littéraire des femmes en Russie? Est-ce que non seulement elle est possible, mais finalement pourquoi l'écrire? Alors, outre les vertus de la mise en perspective de nos outils historiographiques, dont j'ai parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, pour moi ce qui est important, c'est quelque chose que j'avais déjà énoncé lors de notre atelier du 19e siècle, où a été présent Dasha, Rodolphe, et puis d'autres, Louba, et puis d'autres encore, c'est la question de la réactualisation du passé dans le présent, c'est-à-dire faire de ce passé notre contemporain, articuler ou faire coïncider l'histoire littéraire avec les pratiques culturelles qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, il n'aura échappé à personne que la mode actuelle est à la promotion des femmes. Bon, ben voilà, c'est une façon peut-être de se dire, là, c'est une façon pour moi de récuser déjà l'accusation, ben oui, mais alors vous voyez, vous êtes vraiment dans le phénomène de mode, tout le monde s'intéresse à ça finalement. Mais c'est aussi finalement inscrire, ça consiste finalement suivre la mode, et il y a aussi Laetitia qui est là, et c'est souvent ces fameux phénomènes de mode, puisque toi tu travailles aussi sur les phénomènes de mode, c'est finalement la mode permet d'inscrire aussi ces siècles passés dans notre actualité, ici maintenant du XXIe siècle, en prenant en compte justement le fait que l'horizon d'attente du lecteur contemporain et de la lectrice, mais aussi du critique, et celui de l'historien ne cesse de varier et de se modifier. Alors, bien sûr, il y a toujours du présent dans le passé qu'on va chercher à reconstituer. Et l'histoire littéraire, j'aurais envie de dire en fait que c'est une sorte de double traversée qui cherche à capter en amont ce que telle ou telle œuvre littéraire ou formulation pouvait signifier pour leurs contemporains, et en aval ce que ces mêmes œuvres ou formulations pourraient signifier à notre époque. Parce que finalement, les objets culturels et les productions de l'art et la littérature ont ceci de particulier que, nés dans le passé, ils vivent aussi dans notre présent, et d'une vie parfois encore plus intense. Voilà, et c'est sur cet envolé que je conclurai, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Catherine pour cet exposé très riche et très clair, et ce survol de la bibliographie existante qui est très intéressant et important pour nos étudiants. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, alors Louba Jorgensen. Peut-être que quelqu'un. Mais il y aura du temps après. Bon, merci beaucoup Catherine, c'était passionnant. Et voilà, et ça suscite plein de questions. Alors j'en ai plusieurs. J'aimerais bien qu'on revienne sur la
la question du canon, peut-être la définition du canon, parce que, alors, c'est une question naïve un peu, parce que c'est vrai que c'est un corpus que je connais très mal, mais voilà, pour moi, je comprends pas tellement comment les femmes viennent créer un contre-canon. Enfin, est-ce que c'est vraiment de canon qu'il s'agit ou de modèle? Par exemple, le symbolisme, je ne vois pas très bien à quel moment ça devient un canon. Ça devient un modèle pour certains écrivains. Enfin, excuse-moi, je te laisse finir. Oui. Alors, est-ce qu'on parle de l'usure des formes sur lesquelles réfléchissent les symbolistes lorsqu'on parle de canon, de quelque chose qui devient un canon? Parce que pour moi, voilà, mais j'y ai réfléchi dans d'autres contextes, le canon suppose toujours quelque part à l'horizon une institution. Voilà. Et donc, pour moi, par exemple, le réalisme socialiste est un canon. Mais voilà, ça c'est ma première question. J'en ai d'autres. Donc, en fait, parce que j'aurais peut-être dû être plus précise dans les définitions du canon, le canon, en fait, on peut lui donner deux définitions. La première, en effet, est très institutionnelle, c'est le corpus d'œuvres, d'auteurs, de références. Ça, c'est la première définition du canon, et c'est là-dessus que s'écrivent généralement les histoires à partir de ça, au moins pour le XIXe siècle, les histoires de la littérature. Et puis, le canon, c'est aussi autre chose. Ça peut être des pratiques qui, à un moment, sont dominantes dans le champ de la littérature. C'est-à-dire que le symbolisme, pour l'histoire littéraire, tel qu'il est présenté par l'histoire littéraire, est devenu à un moment le canon. Et d'ailleurs, à Prevet, c'est que les mouvements qui ont suivi, acméisme, futurisme, que ce soit se présenter soit comme une continuité de cette chose qui est devenue un canon, soit comme une réaction à. Donc voilà, c'était aussi dans ce Bien sûr, mais en même temps, le symbolisme, en même temps, tous ces mouvements représentent une part tellement minoritaire dans l'ensemble. Pas pour l'histoire littéraire, pas pour l'histoire littéraire. Là, je parle d'histoire littéraire, justement. Quand on parle de canon, on parle d'histoire littéraire. Et justement, là, tu vas tout à fait dans le sens que je disais, parce que l'histoire littéraire, justement, a canonisé des choses qui pouvaient être minoritaires à un moment et qui sont devenues majoritaires et qui sont devenues canoniques, parce qu'elles ont été consacrées par l'histoire, et l'histoire qui se fait essentiellement par les institutions culturelles. Et c'est bien le symbolisme, c'est bien ça justement, c'est bien de ça qu'on parle, de quelque chose qui est quand même resté minoritaire, mais qui, regarde par exemple toutes les histoires de la littérature russe ou les cours de littérature russe qu'on donne à l'université. Le symbolisme, c'est quelque chose d'énorme dans notre appréhension je dirais, du développement ou de la continuité ou des ruptures d'ailleurs. Tu le sais puisque tu avais au Globe commencé toute cette histoire autour des continuités et des ruptures. Même si c'est quelque chose qui est minoritaire d'un point de vue matériel, moi je parle ici je me mets au niveau symbolique si tu veux. En termes d'objets symboliques, le symbolisme n'est pas du tout symbolisme, excusez-moi, mais dans sa dimension symbolique, en tout cas, ce n'est pas du tout un mouvement minoritaire, absolument pas. Donc c'est de ça que je parlais aussi. Tu vois, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui a été institutionnalisé dans notre histoire littéraire, dans l'histoire littéraire telle qu'on la transmet aussi. Moi, lorsque j'ai fait mes études de russe à Lyon, j'avais des cours formidables de Jean-Claude Lannes, mais toujours est-il que le symbolisme a occupé une année entière. Une année entière de l'histoire littéraire sur le symbolisme. À la Sorbonne, c'est pareil. À l'INALCO, c'est pareil. Donc le symbolisme, c'est pour l'histoire littéraire un canon, de façon très claire maintenant. On est dans une il y a tellement de choses différentes à l'intérieur du symbolisme. Je suis d'accord avec toi, absolument. Mais alors, je ne sais pas si je ne pas. Bon. Mais alors, du coup, bon, d'accord, si on dit que c'est un canon. Pas forcément pour toi et pour moi, mais en tout cas pour d'accord. D'accord, je vois de quel point de vue tu tombes là. Et dans ce cas, comment est-ce que donc l'écriture féminine ferait contre canon
dans quel sens? Par rapport au symbolisme? Non, en général. Voilà, en général, tu as parlé de contre-canon. Oui, ben, en fait, on peut revenir à ceux qui ont imaginé justement les contre-canons, cette fameuse démarche alternative. Là, une fois encore, ce n'est pas moi qui parle. Hein. J'ai bien compris. Ce sont tous les... Enfin, c'est moi aussi, bien évidemment, parce que je les ai choisis. Mais je voudrais bien que tu m'expliques. Oui, justement cette idée, parce bien, que je ne comprends pas. Le contre-canon, en fait, je suis partie, moi, beaucoup de Mouralis et de ses contre-littératures. Donc Bernard Mouralis qui dit exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que l'institution littéraire, culturelle a imposé des textes, des auteurs et des mouvements qui font récit, hein, et qu'en laissant de côté, en évacuant, en fait, une énorme partie des textes, des auteurs, des processus culturels, et pas pour des raisons fondamentalement esthétiques ou même sans se placer du point de vue du rapport auteur-lecteur, des pratiques de lecture, des choses comme ça, mais tout simplement parce qu'à un moment, ces textes ou ces auteurs ont incarné, si tu veux, une sorte de projet qui s'inscrivait dans une histoire littéraire. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Et Bernard Mouralis, par exemple, travaille énormément sur les littératures africaines. Il dit, par exemple, qu'une littérature française qui n'intègre pas les littératures en français d'Afrique, et il ne parle pas de francophonie, il dit la francophonie c'est un enfumage, c'est continuer à mettre la France au milieu. Lui, il parle vraiment d'auteurs qui se sont exprimés en français et qui venaient d'autres territoires, et que l'histoire de la littérature française, lui il écrit dans les années 70, hein, maintenant on les prend en compte, les nouvelles histoires de la littérature française. On peut prendre l'exemple de French Global par exemple, ce bouquin génial, French Global, justement, de l'histoire de la littérature française, fait par des Américains, qui a été traduit il n'y a pas longtemps, hein, qui a été, je ne sais plus exactement quand il a été cru, dans les années 2000 ou quelque chose, et il y a eu une traduction en français. Bon, maintenant les ouvrages prennent en part tous ces processus, toutes ces littératures justement marginalisées, minorisées, etc. Donc le contre-canon, tout simplement, dans ces démarches alternatives, c'est l'idée qu'il existe une autre histoire littéraire, donc finalement un autre canon, que tout simplement le canon s'est fait de cette façon, mais qu'il aurait peut-être pu se faire aussi, alors pour des tas de raisons après qui ont à voir avec l'histoire, la politique, la société, etc. Donc on est bien dans l'écriture d'une histoire On est littéraire. dans l'écriture d'un récit, et c'est pour ça que j'ai parlé de tradition, justement, de tradition. La démarche alternative, je l'ai vraiment reliée à la question de la tradition et à la question des influences. Parce que ce qui fait récit, généralement, dans l'histoire littéraire, c'est arriver à déterminer une tradition et dire, par exemple, voilà, on a tel auteur a influencé tel auteur qui a influencé tel auteur. Ce qu'il faudrait déjà déconstruire complètement. Oui, mais c'est aussi ce que font les formalistes historistes. Tinianov, il ne fait pas autre chose, en fait. D'une certaine façon, on peut aussi rapporter la démarche tinianovienne à ce genre de processus. Quand il dit que c'est par la parodie, par exemple, que Dostoïevski, finalement, avec ses formes usées chez Gogol, il les a récupérées et il en a fait autre chose par la parodie, il est quand même dans la question des influences tout le temps. Et, ou en tout cas, oui, en tout cas, d'une zakономерность, en tout cas. C'est-à-dire qu'on peut réécrire de cette façon-là un récit. En fait, la question, je pense, c'est la question de ce qu'on appelle narratif, la narration, comment ça se construit tout ça. Et cette littérature des femmes, dans cette démarche déconstructive justement, elle ne fait pas forcément récit, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que ce serait une histoire littéraire qui ne fait pas forcément récit, et dans laquelle on ne cherche pas forcément une tradition et des jeux d'influence intergénérationnelle. C'est-à-dire une histoire qui c'est ça le kairos en fait, ce sont des moments. On prend des moments où il se passe des choses, mais on n'essaye pas ces moments obligatoirement de les articuler selon des relations de cause à effet pour faire une histoire qui se lirait du début à la fin en passant par... et c'est le modèle justement du Bildungsroman, c'est ça. Hein, quand Katrina Kelly prend cet exemple du Bildungsroman, je trouve que c'est ça, c'est le roman de formation avec des étapes. Et chaque étape est contenue dans l'étape précédente. Par exemple, quand on parle de pré-romantisme, pour moi c'est une aberration totale de parler de pré-romantisme. Et c'est parce qu'on a toujours cette vision des processus littéraires qui sont contenus les uns dans les autres et qui se succèdent selon ces lois de la zakономерность, que je ne sais jamais vraiment comment traduire d'ailleurs. Mais le russe il dit bien ça aussi, je trouve, une sorte de règle logique de successivité. Et c'est aussi une histoire anachronique, puisqu'on va
Oui, on va décrire mais ça ce qui peut être- était avant, Oui. à la lumière de... Oui, bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit aussi en Oui, oui. conclusion. Enfin, moi, ma Bien sûr. position, elle est très claire. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on sache d'où on parle et avec quels outils on parle. Moi, éventuellement, ce que je reprocherais à la démarche, ce que j'appelle la démarche inclusive, qu'on pourrait d'ailleurs appeler complètement autrement, de quelqu'un comme, une fois encore, avec tout le... Vraiment, j'ai beaucoup aimé le livre de Feinstein, c'est qu'il n'est pas clair par rapport à sa démarche et ses principes de sélection. Il n'essaie pas de s'interroger sur son point de vue. Il ne nous explique pas d'où il parle, en fait. Et on le sait d'où il parle de Pouchkine. Il parle, il ne part pas, il parle de Pouchkine, réellement, je le dis de cette façon-là. Et voilà, c'est important, je crois, tout simplement. En histoire littéraire, moi je ne suis pas contre le récit, j'adore les récits, j'adore les histoires, tous les littéraires adorent les histoires de toute façon. Et si on réécrit une histoire de la littérature russe, qui est un peu le projet dont on va parler le 19 décembre, visiblement, moi je ne veux pas arriver avec mes déconstructions en disant ah non, on peut réécrire une histoire, écrivons une histoire, je suis d'accord, mais essayons d'écrire une histoire qui prenne en compte beaucoup plus de paramètres que ce qu'on a pris en compte jusqu'à nos jours. Essayons de cette histoire de la rendre plus labile, plus souple, avec des multiples entrées. Moi, il y a un ouvrage que j'adore, c'est l'ouvrage de Ollier, j'en parle tout le temps. C'est une histoire de la littérature française qui fonctionne comme un dictionnaire avec des multiples entrées comme ça. Et ça fonctionne très très bien parce qu'on peut le lire en dehors de toute linéarité, justement, en choisissant des morceaux qui nous intéressent, des choses à tel moment. C'est la question du moment, en fait, que moi je trouve intéressante en ce moment. Dans la construction d'une temporalité, d'une périodisation, justement, et d'un développement, qui ne serait pas forcément un développement. Enfin, voilà, je sais pas si c'est... Je veux bien rebondir sur la question du dictionnaire. Merci beaucoup, parce que c'était absolument passionnant. Mais il y a juste un passage qui m'a étonnée, et c'est pour ça que je veux poser la question, mais ce que tu as dit ensuite sur la chose m'a convaincue. Dans les différents facteurs, dans les 7 facteurs que tu as cités pour le développement de la alors, je recherche. suis sûre que j'ai oublié plein de trucs. Hein. Ceci dit, si vous avez des choses à rajouter et à me donner, je prends. Moi j'ai trouvé ça très bien, mais ce que j'ai pas compris, c'est le 6e facteur, c'était l'entrée dans les usages russes de la recherche en archives. Parce que l'historiographie littéraire a très peu travaillé sur l'archive. S'ils avaient travaillé, c'est par rapport à ça, s'ils avaient travaillé un petit peu plus, je pense qu'il y aurait plus de textes qui auraient été, me semble-t-il, mis. Alors, je sais pas, Laetitia a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les mineurs, justement, donc je pense que tu auras peut-être des choses à dire. Ayant travaillé justement sur des auteurs qui n'entraient pas forcément dans le canon. Je confirme que la recherche en archives est absolument indispensable, ça c'est certain. La mesure dans laquelle les chercheurs qui sont venus avant nous se sont rendus dans les archives ou pas, alors ça... Pour l'histoire des femmes, c'est clair que ça s'est pas fait, pardon. C'est lié à pour revenir sur ce que vous dites, c'est lié à la sacralisation des éditions de référence, qui est quand même très 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 russe. Hein. Absolument. Ces grosses éditions avec ces appareils scientifiques et qui sont formidables en même temps, c'est des outils pour nous absolument merveilleux. Mais... Du coup, parce que c'est quand même un peu étonnant, parce que toute la philologie russe repose sur le lien très fort avec l'archive. C'est pour ça que ça m'a... Pour ce cas très précis, en fait, ça c'est Yuni Galgunov, justement, quand il a commencé à mettre sur le net sa fameuse banque de données, il s'est rendu compte, il est allé, et avant lui d'ailleurs, Feinstein aussi, ça a été un des premiers à aller chercher justement, à travailler sur les archives, mais aussi la question aussi des archives familiales, parce que par exemple, si on prend la fin du XVIIIe siècle, il y a énormément de textes qui ont été retrouvés dans des archives qui sont des archives familiales, parce que la pratique de cette autobiographie, dont Barbara Helt voudrait que ça fasse tradition justement, eh bien, de toute façon, ces femmes n'écrivaient pas pour publier. La publication n'était pas du tout dans leur horizon d'attente, pas du tout. Pour les récits de voyage. Et voilà, donc ce sont des choses qu'il a fallu aller chercher, et donc c'est de ça en fait qu'il s'agit. Ça s'est fait tardivement. Et du coup, effectivement, je pense que l'explication d'avoir les modèles des éditions académiques qui donnent le panthéon de ceux pour lesquels on a le droit d'aller chercher des choses et de pinailler sur la moindre virgule, et ceux qu'on laisse de côté parce qu'ils n'entrent pas dans les projets d'édition justement du Pushkinski Dom ou de Limni.
En fait, c'est une question qui ne se pose pas que pour les femmes. Non, elle se pose pour Nikolai Leskov, par exemple. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Leskov, j'étais persuadée que toutes les archives avaient été bien dépouillées, etc. Puis j'ai rencontré Elena Stavrova qui m'a dit, mais qui elle encore, elle avait 70 ans, c'était il y a 10 ans de ça, et elle continuait à découvrir des textes et à chercher à les attribuer, et tout le boulot n'avait pas été complètement fait pour Leskov, par exemple. Et ça me Donc cette philologie russe, elle a laissé des pans entiers, en fait, justement, en lien, je pense, avec cette... Et ça, entier de choses encore, de choses continents à qui explorer. restent encore à explorer. Et ça m'a rappelé du coup ce qu'avait expliqué Catherine de Préto lors de la journée d'études d'avril. C'est la même chose pour la littérature soviétique. Puisque... Là, je me prononcerai pas. Mais ce que je veux dire, l'idée est similaire, d'où la tendance actuelle de quelqu'un comme Roman Timenchik de publier en fait des documents commentés où les notes occupent plus de place que la note elle-même, que la notice publiée. Enfin, bref. Voilà, donc l'idée de tout le continent qui émerge à partir du moment où on commence à chercher, et je ne sais pas quoi en faire, mais effectivement la démarche biobibliographique qui a été abandonnée pendant un long moment, peut-être que c'est aussi quelque chose, on en a déjà discuté en avril, mais je pense que ça vaut le coup d'en rediscuter aussi. Et après, qu'est-ce qu'on fait face à la masse des matériaux? Qu'est-ce qu'on fait face à la masse des matériaux? La question après qui va se poser, c'est la question de la sélection. On sera obligé d'obéir à des principes de sélection. Absolument. Alors, moi, en tant que lectrice, tout bêtement, j'aime les principes de sélection. Parfois, je lis des textes, j'ai lu beaucoup de textes d'écrivaines du 19e siècle dernièrement. Là, il y a des textes dont je me dis, ah bah oui, tiens, mais... C'est presque, je dirais, c'est affreux de dire ça parce que c'est pas scientifique. Hein. C'est la lectrice qui dit, ah, mais ça, là il y a quelque chose. Par exemple, Pavlova, pour moi, elle a inventé quelque chose, quoi, en termes formels. Et je me dis, mais ce fameux roman La double vie, Dvaïna et Gizm, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me dis, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire entrer dans une histoire littéraire. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé les premières poésies qui ont été publiées justement par Kniezhnina, qui était la fille de Smarokov. Bon, ben, ça ne vaut pas grand-chose. C'est juste intéressant parce que c'est les premières poésies publiées, elle les a publiées parce que son père avait une revue privée et qu'il lui a ouvert les portes de sa revue. Mais est-ce que, après, voilà. C'était aussi la femme de Kniezhnina. Et c'était la femme de Kniezhnina aussi, de Yakov Kniezhnina, bien sûr. Elle avait la double autorité masculine. Elle était fille de et femme de. Quand même deux écrivains extrêmement importants et en vue de son époque. Mais est-ce que donc il faut revenir à la forme, à la question de la sélection par la... La question reste extrêmement ouverte, je pense. Bon, par exemple, Catherine Kelly, on a bien vu quels étaient ses principes de sélection. Hein, ce sont les siens, et valent ce qu'ils valent. Moi, je suis quand même, peut-être, oui, en effet, que notre... je ne sais pas dire notre expérience, parce que ce n'est pas que subjectif, mais on a une expérience de lecteur, on n'est pas que des enseignants-chercheurs, on est aussi des lecteurs quand on travaille sur la littérature. Et je pense que notre expérience de lecture, on peut aussi lui faire peut-être confiance, je ne sais pas. C'est peut-être un peu plat de répondre de cette façon-là, mais c'est quelque chose, en effet, la question des critères de sélection, moi, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Une fois encore, je vous ai présenté une sorte de work in progress, hein, là, j'en suis là maintenant. Voilà. Ça fait 2 ans que je travaille cette question de l'historiographie et, en général, et de la littérature des écrivains russes. Et voilà, j'en suis ici, mais je n'ai pas encore répondu à tout, loin de là. Et puis je répondrai, j'en sans doute jamais. Et je ferai des choix, mais il faudrait les assumer. Ouais, c'est ça. Des questions, des commentaires? Oui. Est-ce qu'il y a eu des démarches comparées qui ont été faites dans cette historiographie littéraire des femmes? Est-ce qu'on peut déjà voir ce qu'il pourrait y avoir de spécifique à la Russie, que ce soit le rapport aux archives ou les genres qui ont pu être privilégiés par ces femmes Alors, pour les études comparées, il y en a pas, enfin moi je ne connais pas vraiment d'ouvrages comparés qui mettraient en regard, par exemple, la littérature des femmes en Angleterre, parce que bon là pour le coup il y a vraiment quelque chose, ou la littérature des femmes en Russie à la même époque, etc. Et si on peut, c'est à ça que vous faites. Oui, non mais en revanche, dans toutes ces histoires anglo-saxonnes, il y a surtout dans les histoires justement alternatives, l'idée c'est de trouver justement quelque chose qui pourrait relier une tradition qui serait internationale, qui serait globalisée d'une certaine façon. Parce que par exemple cette proposition de lire plutôt en fonction des moments, est-ce que c'est quelque chose qui serait plus spécifique à l'histoire littéraire russe? Non, je pense pas. Non, à mon avis, c'est
hormis peut-être à l'exception de la Grande-Bretagne où les femmes sont rentrées dans le canon, je parle encore une fois de la période qui m'intéresse, c'est-à-dire au XIXe siècle, à l'exception, je crois que c'est la seule littérature où on peut dire que les écrivaines sont entrées dans le canon, la Grande-Bretagne. En France, bon, on a 2-3 noms qui surnagent, donc je pense qu'on peut en effet, ça j'y avais pas encore vraiment pensé, mais ça serait intéressant de lancer en effet des études comparatives dans ce sens-là. Alors il y a des études comparatives ponctuelles qui existent, par exemple, là il vient de sortir un bouquin au Classique Garnier qui s'appelle Écrivaine et créatrice dans l'ombre des grands hommes. Hélène, tu m'avais envoyé voilà, le truc quand il est sorti, je crois que c'était ça. Et là, mais souvent ce sont des ouvrages collectifs. Donc en fait, les liens, c'est nous qui les faisons finalement à la lecture. Mais j'essaye de réfléchir, mais je n'ai pas en tête vraiment d'ouvrage. Un article aussi qui a été fait par Françoise Genevray, qui est comparatiste, justement. Regardez du côté du comparatiste. Qui a comparé sur la base de l'autobiographie, des autobiographies françaises et russes. Il y a des choses qui ont été faites par Kafanova sur ce qu'on a appelé le Georges Sandisme, donc Sand et ses épigones en Russie. Donc ça a été beaucoup fait. La question Georges Sand et les écrivains russes a été quand même pas mal traitée. Olga, je ne sais pas, Olga, peut-être que tu... Non, tu n'as pas de... Parce qu'Olga fait partie quand même des chercheuses qui travaillent sur la littérature des femmes. Ekonen, dans son livre qui est édité par Anilo aussi, là, mais c'est ponctuel. Voilà, mais ça reste ponctuel. Mais il y a des choses vraiment intéressantes. Et en plus, elle relie, comme les finlandaises, donc il y a vraiment un champ qui, pour moi, était vraiment une découverte extraordinaire. Mais elle relie à la littérature anglaise, à la littérature française, moins, mais tout de même. Il y a aussi, par exemple, Prodigue, et bien avant ça, je pense qu'il y a aussi des choses autour de Madame de Genlis, qui a eu une oui, il y a plein de choses, et entre autres un texte particulièrement antiféministe de Virlufkin qui s'appelle Женщина писательница, qui est visiblement une reprise de La femme auteur, même si ça n'a pas été noté, mais moi ça m'a vraiment sauté aux yeux, puisque j'ai lu les deux un peu en même temps, de Genlis. Donc je pense qu'avec Genlis, on peut vraiment faire des choses. Elle était très lue, et là il y a des choses. Sur la réception de Genlis, voilà, tout à fait. Et entre autres, pour ce qui est de... Voilà, mais ça reste des figures. Genlis, je ne sais pas pour le 18e. Georges Sand. Oui, ensuite, Nostal. Ouais, Nostal, bien sûr. Encore des questions, des commentaires? Moi, j'ai juste une question très humble. La troisième étape dont Cature à quelle parle? Je ne les ai pas données dans l'ordre, en fait. J'ai donné d'abord les extrêmes, et ensuite l'étape intermédiaire qui me semblait la plus intéressante. Les œuvres sont audibles et suit une période d'assouplissement. Alors attendez, on ne parle pas des mêmes périodes. Là où vous disiez qu'il y a un mouvement ondulatoire. Ah d'accord, excusez-moi, c'est pas ça que je pensais moi. C'est pas la question des étapes, c'est plus la question des oui, alors quelle était votre... La troisième phase, j'ai pas... à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là ce que j'ai parlé de phase, c'est après en fait. Non, c'est avant, pardon, c'était avant, où elle disait qu'il y avait... elle avait essayé de prendre 3 types de textes en fait. C'était donc les premiers textes, c'était des textes où il y avait l'affirmation très forte d'une identité féminine avec une énonciation féminine extrêmement importante et des revendications déjà qui allaient contre justement les codes, les normes. Elle prend le cas de Jelena Gan, et c'est vrai que souvent on a comparé Jelena Gan et Maria Žukovac au même moment, et c'est vrai que Jelena Gan est quelqu'un qui s'est positionné dans ses récits en tant que narratrice vraiment contre un ordre établi et avec vraiment des présupposés idéologiques extrêmement précis. Et puis on a Maria Žukovac qui, elle, s'est complètement adaptée. On disait que c'était Učin Prilična Dama,
elle était vraiment, voilà. Et elle s'est complètement adaptée, elle a été très connue, très lue, mais elle s'est complètement adaptée en fait aux normes, justement, au canon, dans le sens canon, voilà, le système de normes dominantes de son époque. Elle n'a pas cherché à faire des expérimentations dans quelque domaine que ce soit, mais en revanche, elle a, par exemple, quelque chose que j'adore chez elle, elle a donné la parole aux vieilles filles dans sa littérature. Donc la fameuse vieille, c'était une femme, donc les narratrices ce sont des vieilles filles, et elles cancanent, elles bavardent, parce que le bavardage c'est un truc de femme. Donc on voit bien comment elle se glisse dans l'idée reçue, et en même temps qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du skaz. Et ça c'est génial quand même, et c'est pour ça que j'adore. Parce qu'elle élève le bavardage au niveau d'un discours littéraire. Et ça, c'est quand même incroyable. Voilà, à l'époque, on a Nicolas Gogol qui a son narrateur balbutiant, et qui sait rien ou qui en sait trop, etc. Et puis, eh bien, on a aussi Maria Joukova qui va prendre comme narratrice une vieille fille de province, ce genre de personnage auquel on voit souvent les femmes, quand même, surtout celles qui écrivent, et voilà, toute seule, célibataire, pas très jolie, pas très intéressante, et puis elle bavarde, et son bavardage, ça fait un récit littéraire. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans ces années-là. Et on voit bien comment elle a utilisé finalement tout un ensemble de stéréotypes, d'images même qui lui étaient renvoyées par les hommes, et qu'elle a fait de ça de la littérature. Et moi, je trouve que Maria Joukova est une écrivaine extrêmement importante pour son époque, qui a été d'ailleurs très lue à son époque, et qui aujourd'hui particulièrement... Il ne fallait pas complètement oublier, il y a des thèses de doctorat sur Maria Joukova, je me trouve pas mal sur le net, mais ce sont des thèses faites en province, dans des universités de province, par des femmes. Par des vieilles filles. Par des vieilles filles. Voilà. Donc, du coup, on a les études joukoviennes sont des études féminines et provinciales. Et ça va tout à fait. Voilà. J'ai trois petites questions, sauf si quelqu'un veut encore poser une question. Ah oui, non, je vous en prie, non mais allez-y, je peux faire. C'est une petite question. Vous avez bien dit que ces femmes n'écrivaient pas pour être publiées. Ah, ça dépend. Ça dépend. Ah non, ça dépend, c'est surtout pas généralisé. Là, je parlais vraiment des femmes qui écrivaient, les premières femmes qui ont écrit leur journal intime ou leurs autobiographies, etc., surtout dans la fin du XVIIIe siècle. Des femmes comme, une des premières, c'est Anna Kern, Dagmar Lucke aussi, il y en avait plusieurs, qui elles n'avaient pas dans leur horizon. Elles écrivaient par exemple pour leurs frères, pour leur famille, il y avait voilà, c'était adressé à des gens très... Saint-Marina aussi, peut-être plus récent, plus en 19e. Donc c'est vraiment voilà, toutes les femmes n'écrivaient pas pour leur tiroir ou leur famille ou pour passer le temps. Des journaux intimes ou des lettres, ce genre de documents, c'est ça? C'est pour ça que ce type de littérature-là, ce sont des lettres et des journaux intimes. Oui, surtout, mais même de la poésie. On a aussi des poésies. Les poésies, de toute façon, il y avait ces espaces qui étaient les salons qui permettaient aussi aux femmes, elles ne faisaient pas contenir les salons, parfois aussi elles venaient pour y diffuser leurs œuvres. Il y a aussi toute une partie de poésie élégiaque, en fait, fin du XVIIIe siècle, qui n'a pas été publiée et qui pour Barbara Elt, justement, forme un peu une tradition élégiaque, justement, qu'on pourrait retrouver chez des contemporaines de Soumarokov. Soumarokov n'étant pas le seul à écrire toutes ces élégies à cette époque-là. Il y avait aussi énormément de femmes qui en écrivaient. La plupart d'entre elles n'ont pas été publiées. Et puis, il y a eu des vols de textes aussi. Alors ça, on a énormément de cas de vols de textes sur la fin du XVIIIe siècle, des éditeurs, qui ont mis... souvent, ces textes, quand c'était publié, ils étaient anonymes, et ils ont pu être... La paternité a pu être revendiquée par des éditeurs assez peu scrupuleux, ou des maris parfois, ou pas très scrupuleux non plus. Voilà, c'est aussi toute la question, voilà, c'est une zone grise en fait, donc il y a des choses publiées, des choses pas publiées, des choses publiées anonymement, des choses publiées sous un pseudonyme masculin. Pour certains pseudonymes masculins, on n'arrive pas à savoir en fait à qui ça correspond. Et on est uniquement dans les hypothèses pour un certain nombre de ces pseudonymes. Il peut y avoir aussi parce que la question de signer son œuvre, elle est fondamentale, et c'est vrai que les femmes commencent à signer leurs œuvres assez tardivement. Anna Bounina, par exemple, qui elle a été très reconnue, puisqu'elle était reconnue par Chichkov, qui dirigeait l'Académie à l'époque et qui l'a publiée dans les éditions de l'Académie, c'est pas rien quand même. Mais son premier texte, elle ne l'a pas signé, elle a signé ceux d'après parce qu'elle a eu une certaine notoriété
Les textes ont bien marché, se sont vendus, ils ont été lus, et du coup, elle a signé les productions qui ont suivi, mais les premiers poèmes de Boumina ne sont pas signés, par exemple. Donc c'est vraiment, voilà, on est dans des zones qui sont des espaces qui sont très indéfinis. Et puis, bon, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec votre question, mais il y a aussi la question aussi de ces femmes qui ont collaboré avec un écrivain très connu, qui parfois ont été co-autrices et qui n'ont jamais été reconnues. Ça, c'est le cas de Panaeva avec Nekrasov, par exemple. Nekrasov qui signait les romans dont on pense, en fait on n'est pas sûr, mais il semblerait qu'il y ait des productions de Panaeva qui en fait ont été signées par Nicolas Niklas. C'est très complexe. Hein, à ce propos, l'intervenant de la semaine prochaine, Margarita Weitzman de St. Andrews, et je vous invite tous à bien écouter. Le titre est en anglais, mais il fera son intervention en russe. C'est son nouveau projet de recherche. Donc les co-écritures très bien, bon, je vais essayer de venir jeudi prochain. Hommes-femmes. Merci beaucoup aussi. Et j'avais 3 petites questions qui sont liées aux problématiques de l'invisibilisation et de la gentilité. Je me demandais dans quelle mesure il y a des phénomènes secondaires qui contribuent à l'invisibilisation dans la manière dont est racontée la littérature russe, qui sont par exemple les 2 narratifs, d'abord sur la conquête de la langue littéraire et la concurrence du russe avec le français comme langue de consommation du fait littéraire, et ce qui, par définition, à partir du moment où on décide, ce qui a été évidemment remis en cause assez largement, mais qui pendant longtemps a été considéré comme une réalité que les femmes lisaient plutôt en français, par définition, ça les exclut donc, de la construction de ce canon, et puis on considérait qu'elles écrivaient aussi pas mal en français. Donc il y a cette sacralisation de cette espèce de quête historique de construction d'une langue littéraire qui, par définition, sera une langue masculine et qui exclut les femmes. Et l'autre narratif important quand même dans les histoires de la littérature classique qu'on a tous lu étudiants, c'est la question de la professionnalisation du statut de l'écrivain, qui lui aussi, pour des raisons sociales qui apparaissent assez évidentes, semble devoir laisser les femmes de côté. Donc je me demandais ce que tu pouvais dire là-dessus. Et puis ma 3e question, c'est sur la gentilité, et c'est sur le rapport entre invisibilisation et gentilité, qui dans le cas des femmes peut être inversement proportionnel, puisque dans un certain nombre de traditions, les femmes font beaucoup de traductions, c'est-à-dire que leur agentivité est extrêmement forte pour le coup, puisqu'elles contribuent à la circulation des modèles littéraires, et notamment des modèles littéraires en provenance de littérature cible plus prestigieuse, et donc qui sont très productifs de mode pour une littérature, de source pour une littérature cible. Alors, par rapport à la première question sur la conquête de la langue littéraire, en fait, pour ce qui est des pratiques de lecture, je n'ai pas encore vraiment regardé. Pour ce qui est des pratiques d'écriture, en revanche, le français, c'est surtout la langue de l'autobiographie, du journal intime et de la correspondance. Mais en revanche, pour autant qu'il existe une tradition élégiaque, en tout cas on a beaucoup de poésie élégiaque à partir des années 1760, qui sont des productions de femmes, là elle est en russe tout le temps. C'est-à-dire que là, enfin tout le temps. Dans sa très grande majorité, et donc là on a une sorte de double pratique, je dirais, et parfois une femme qui va écrire son autobiographie ou son journal intime en français, bon, j'appelle ça autobiographie, c'est un anachronisme bien évidemment, mais bon, voilà, le terme au moins a l'avantage d'être connu par tout le monde. On va dire plutôt son autobiographie confessionnelle, puisqu'en fait ce que les femmes écrivent avant les hommes, ce sont des autobiographies, ce qu'on appelle encore mémoire à cette époque-là, les apis, qui en fait ce sont des autobiographies confessionnelles, c'est-à-dire qu'elles anticipent quand même de plusieurs décennies de ce point de vue-là sur les pratiques masculines, où on est encore beaucoup plus dans des rôles sociaux quand on écrit ses mémoires. Donc l'autobiographie confessionnelle est généralement rédigée en français, sans doute pour une question aussi de modèle. Voilà. La poésie élégiaque, elle, c'est vrai qu'elle est rédigée en grande majorité en russe.
Et si on regarde quelque chose qui me frappe beaucoup dans cette poésie élégiaque, c'est que en fait elles sont tout à fait dans ce fameux novus loc de Karamzin, c'est-à-dire qu'on est voilà, mais ça paraît plutôt normal. Oui, oui, c'est absolument normal. Mais voilà, donc du coup, ça s'inscrit tout à fait, tu vois, dans quelque chose qui est là pour le coup comment dire, des caractéristiques importantes de la fin du XVIIIe. Et cette poésie élégiaque, c'est des années 60, 70, 80 que j'ai pu voir, que j'ai pu lire. Elle est en russe, hein, donc par rapport à la conquête de la langue littéraire. Voilà ce que je peux dire, mais c'est vrai que bon, il y a des récits en français écrits par des écrivaines russes du début du XIXe siècle. C'est comment s'appelle notre collègue italienne qui avait écrit Alexandra Tossi. Voilà, Alexandra Tossi, elle en cite et elle en a les uns, j'ai oublié le nom. Oui, il y en a plusieurs. Svietskapo et oui, voilà, parce que la Svietskapo, c'était tout à fait pratiqué par les femmes. Hein. Il y en a énormément, justement, de ces nouvelles mondaines qui sont. Et justement, donc elle est en rédigées par les femmes. Oui, il y en a aussi en français. Oui, tout à fait. Alors après, la prose, c'est encore un autre. Voilà, les œuvres de fiction en prose, c'est encore une autre catégorie. Pour ce qui est de la professionnalisation, là, bien évidemment, on est sur quelque chose d'essentiel. Les deux, finalement, écrivaines qui ont vécu de leur plume dans, on va dire, le premier quart du XIXe siècle, Anna Bounina et Maria Zhukova, en fait, ils ont vécu de leur plume. Du moins, on peut estimer qu'elles étaient dans ce processus, justement, de professionnalisation de la littérature. La première était veuve, la deuxième était divorcée. La première avait hérité de son mari, les femmes pouvaient hériter de leur mari, c'est quand même génial, hein, on oublie tout le temps ici, mais bon. Donc elle avait quand même hérité d'une somme conséquente qui lui a permis d'être complètement indépendante et autonome financièrement. Bon, ben là, c'est le fameux truc de Virginia Woolf, hein, c'est-à-dire une chambre à soi, tout simplement des moyens financiers pour pouvoir être écrivaine. Et Bounina a très bien vendu ses œuvres de son vivant. Elle est entrée dans le marché du livre, en fait, et elle a été énormément aidée par le bon vieux amiral Shishkov. Et la deuxième, Maria Zhukova, eh bien elle, en fait, a aussi beaucoup publié en revue, et elle a commencé à publier à ce moment où les revues, justement, c'est ce que là je parle sous le contrôle de Boris Dubin, qui vous explique que justement c'est un moment où les revues prennent l'habitude de rémunérer à la page, si j'ai bien compris, ou au feuillet, je sais pas comment ça se passait, et de rémunérer correctement les collaborateurs. Et Maria Zhukova a beaucoup existé dans l'espace des revues. Elle a énormément publié en revue, et du coup, alors peut-être qu'elle n'en aurait pas vécu si elle n'avait pas eu elle aussi quelques subsides, elle n'aurait pas très bien vécu, elle était peintre aussi, donc elle a aussi vécu financièrement en exécutant des portraits, des toiles, des copies à l'Ermitage en fait. Et entre autres, elle a aussi répondu à une commande de la tsarine, et il y a un portrait de Nicolas Ier par Zhukova, mais je ne suis pas arrivée à le retrouver, je crois que son œuvre de peintre est encore plus invisibilisée que son œuvre de... Généralement, on les considère toutes les deux comme celles qui peuvent illustrer... mais là, tu me réponds en me donnant des exemples ponctuels. Alors que moi, je parle de la manière dont l'attention particulière portée sur ces deux phénomènes socio-historiques dans la manière d'écrire l'histoire de la littérature les exclut parce qu'il n'y a que deux exemples parmi des cinquantaines de femmes. En fait, je peux être que d'accord avec ce que tu as dit. Je te disais, on a deux exemples, et à chaque fois, c'était des exemples, des exemples extrêmement particuliers. Et les femmes traduisent beaucoup. Elles traduisent énormément. Bien sûr. Oui. Alors pour la gentilité et l'invisibilisation, en fait ça s'est dit pour toutes les histoires des littératures des femmes, tout ce que j'ai pu lire dans n'importe quelle ère culturelle, comme on dit aujourd'hui, en fait la diffusion de la culture se fait énormément par les femmes, bien évidemment, et toute la circulation aussi, ça c'est quelque chose qui a été énormément travaillé, et entre autres dans ce dernier ouvrage là sur les femmes à l'ombre des grands hommes, donc sur toutes ces femmes qui sont dans des espaces de création ou de diffusion extrêmement mal définis, mais qui en revanche sont des acteurs vraiment premières, des actrices, c'est bizarre de dire des actrices premières de la diffusion de la littérature, ça passe pas du tout en féminin, donc des acteurs premiers de la diffusion de la littérature en effet, et de la culture en général, ça a été beaucoup travaillé. Et c'est vrai aussi pour la Russie. Oui,
Alors, Oui, il faut alors ajouter des éditrices. Et les éditrices, bien évidemment, il y a Genia Tour par exemple, ou des gens comme ça. Et, également le travail des femmes journalistes, notamment de Miguel. tout à fait. Alors là, on est déjà plus sur la deuxième moitié du 19e siècle, hein, ça arrive un petit peu plus tard. Oui, non, mais... Non, parce que c'est peut-être... Bon, on va laisser tomber la chronologie, mais bon, quand même, la chronologie, c'est important. Je suis prise en contre-pied. on avait encore une question de Ripa et peut-être... Non, je voudrais rajouter un cas de femme productrice qui était absolument disparue physiquement, qui était vraiment exclue des processus littéraires, c'est Malcorreccio. Alors, ça revient, il y a pas mal de choses qui sont faites. Je pense que c'est quelqu'un qui impressionne beaucoup les historiens, pas uniquement les historiens de la littérature. Son personnage, en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont sorties sur Marco Borcciocco. Donc, je voudrais revenir un peu sur ce que disait Rodolphe, sur la professionnalisation. Peut-être ce sera très intéressant de voir dans les années 60 du 19e siècle, on voit qu'il y a beaucoup des écrivains et éditeurs qui sont hommes, qui sponsorisent et aident les femmes. Et il y a aussi une production littéraire qui, comme Tchernyshevsky, des auteurs meneurs, qui explique aussi comment, au niveau pratique, aider une femme. Mais ce sera intéressant de voir si, avec un main, il sponsorisait des femmes et avec une autre main, il donnait des rôles très spécifiques. Ne pas permettant de sortir de certains rôles. En fait, pour ce que j'ai pu voir déjà de la littérature de la deuxième moitié du 19e siècle, les femmes qui ont émergé, qui ont été énormément aidées, sont souvent des femmes qui étaient dans le croisement lutte féministe, lutte révolutionnaire. Et on a un croisement très très fort avec tout un ensemble d'écrivaines qui appartient à cette nébuleuse des luttes à la fois féministes révolutionnaires à partir des années 1860 justement. Et donc en fait ce sont des femmes finalement dont les productions vont être énormément cantonnées à une fois encore des genres extrêmement précis. Alors on a beaucoup, par exemple, on a beaucoup aidé aussi les femmes qui écrivaient leur souvenir de les premières femmes médecins, les femmes qui écrivaient aussi, les premières qui ont pu devenir institutrices ou professeurs, etc. Donc on a toute une sorte de littérature comme ça qui est pas une littérature, je dirais, rodogestionnelle, c'est plus de la, voilà, de ce que, je ne sais pas comment l'appeler, de la littérature un petit peu plus grise, finalement. Ça, c'est assez caractéristique de ce qui se passe aux années 60, et je pense que les mouvements de sponsorisation, comme vous disiez, ou d'aide, sont beaucoup allés sur ces femmes-là. Et à l'intérieur justement d'un réseau en fait de l'intelligentsia radicale, progressiste, c'est vraiment dans ces milieux-là que ça s'est joué vivement, il me semble. Et pour revenir à ce qu'on disait sur les femmes aussi éditrices, etc., il y a aussi la question des femmes critiques. L'histoire des femmes critiques littéraires au 19e siècle, elle n'a pas encore été écrite. C'est une histoire qui reste encore très... Parce que la critique littéraire, s'il y a bien un lieu de pouvoir, c'est celui-ci, c'est le lieu du discours, c'est celui qui va justement émettre la loi, énoncer la loi. Et il y a eu des femmes critiques, il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps justement à Grenoble sur les femmes critiques, mais c'était surtout sur le XXe siècle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant aussi, même si Nesterenko, dont le prénom m'échappe, a sorti il n'y a pas longtemps une anthologie justement des femmes critiques du 19e siècle, mais ça reste une anthologie, c'est pas une histoire, où elle a publié quelques articles qui lui semblaient justement extrêmement importants, issus de ces... Et ce qu'on remarque, c'est souvent les femmes critiques écrivent sur autre chose que la littérature des femmes au 19e siècle. Ou alors elles écrivent sur Georges Sand. Elles sont à la recherche. Voilà, et elles sont à la recherche de leur légitimité. Bah oui. Voilà. Donc, Bon, merci beaucoup. Merci encore.